Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Marie-Christine Fiorucci, je pratique la psychogénéalogie holistique depuis plus de 25 ans. Ah, le problème c'est que je n'ai pas une voix qui monte. Je reprends. Donc je me présente, Marie-Christine Fiorucci, je suis psychogénéalogiste holistique depuis plus de 25 ans. Et récemment, j'ai eu le plaisir de rencontrer Dominique, Mireille, voilà, une rencontre qui s'avère voilà, très, très porteuse. Nous sommes dans la même énergie alors avec vous tous. Et c'est vrai que quand on a commencé quand il m'a proposé de participer à cette journée, je sais pas. Il faut parler très fort. Ah, faut parler très fort. Il faut crier tout le temps en fait. D'accord. Okay. C'est bon, vous m'avez un peu entendu ou pas du tout Oui, voilà. Donc en fait, ce qui m'a interpellée, j'ai eu un sujet spontané qui m'est venu, c'est l'impact de l'inconscient collectif sur l'individu. Sujet qui me semble quand même très sensible aujourd'hui par l'impact que l'on vit, on va dire, à chaque coin de la planète, par l'arrivée de la Covid-19. Et il est vrai que depuis, on va dire bientôt 2 ans, la Chine a annoncé qu'un nouveau coronavirus avait fait un mort à Wuhan, et puis de nombreux autres, évidemment partout dans le monde, on va dire près de 2 millions à ce jour, etc. etc. Donc toute la planète, on va dire, toute l'humanité tout entière subit les aléas de la pandémie. Tout se passe comme si nous étions, pour moi, en train de revivre l'Odyssée, tel qu'Ulysse, qui quitte les côtes troyennes pour entrer chez lui dans l'île Ithaque. Et nous allions d'épreuve en épreuve, chaque épreuve faisant qu'annoncer une épreuve plus difficile. Et c'est vrai que ça ressemble un petit peu à cela. Ulysse qui embarque sur son bateau, persuadé que, dans un mois à peu près, il pourra reprendre ses habitudes, retourner chez lui et vivre en paix dans son palais. Et nous, c'est un petit peu ce qu'on a pensé. On a pensé, on va vivre un confinement et puis la vie va reprendre son cours. Et bien pas du tout, ça s'est pas passé comme ça. Que ce soit dans la Grèce antique ou aujourd'hui, Ulysse va errer d'île en île, d'accord. Il va rencontrer plein de monstres pendant 10 ans, voilà. Et nous allons de confinement en questionnement. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en fin de compte, on est complètement en perte de confiance, en perte d'identité. Et je le vois aujourd'hui, moi, à travers mon outil qui est la psychogénéalogie, l'importance pour les gens de revenir à leurs sources et de pouvoir justement aller se reconnecter à qui ils sont. Donc, et c'est vrai que l'image du héros qui accomplit un voyage initiatique, d'accord, est devenant de plus en plus fort d'épreuve en épreuve, parce qu'il se voit remporter par sa propre force sur l'adversité, est présente dans toutes les cultures du monde. Et on va le retrouver aussi bien dans les contes perses, dans la Bible, voilà, et j'en passe. Donc cette figure universelle, avec ses nombreuses déclinaisons, c'est ce que le psychanalyste Jung, Carl Jung, a défini comme un archétype de l'inconscient collectif, mettant Ulysse au premier rang, sûrement parce que Jung avait lu et relu l'Odyssée de Homère dans son enfance. Et dans ce récit mythique, le symbole de transformation d'un individu, justement en quête de sa vérité. Et aujourd'hui, on a besoin de ça, de renforcer notre individualité, créer notre individuation, qui sont des termes bien jungiens, voilà, pour arriver justement à trouver le sens, à trouver un sens à notre existence, à se reconnecter, à se connecter en fonction de chacun, à nos propres ressources, à notre propre créativité, à notre façon à nous de pouvoir vivre notre existence profonde. Et je reviens un peu sur Jung parce que dans la dernière interview qu'il a donnée 2 ans avant sa mort, il va parler de ces archétypes comme des événements par lesquels le monde éternel fait irruption dans le monde éphémère.
une sorte de banque de données où sont archivées des images et des expériences qui vont être transmises de génération en génération au cours de l'histoire, auxquelles nous allons tous donner le même sens et qui entraîneront chez nous tous les mêmes émotions. Vous m'entendez? Aujourd'hui, la crise sanitaire entraîne des émotions, réveille des mémoires, le vieux en nous est réveillé et s'exprime chez chacun avec ce qu'il transporte de l'histoire et des émotions aussi bien familiales que collectives. Certes, depuis la nuit des temps, les hommes se sont mis en clan, on est OK pour la survie. Mais la quête du sens, la quête de soi ont toujours été dès que la conscience a commencé. Freud avait mis en avant l'inconscient individuel en faisant des liens avec les parents et les origines culturelles. Jung parlait d'inconscient collectif transmis de génération en génération qui accumule ainsi les expériences de l'humain. Il est inné. Et il est vrai que ces dernières années, nous pouvons remarquer, je pense personnellement dans mon travail, mais je veux dire on est un peu tous au même constat, un mal-être qui grandit de plus en plus. Tout à l'heure, excuse-moi, je ne sais plus ton prénom, Valérie parlait de burn-out, et c'est vrai que c'est un sujet qui malheureusement est très actuel, parce que tellement que l'individu est déconnecté de lui-même, parce qu'en fait c'est ça. Je veux dire, il perd tellement le contact avec lui-même pour répondre, voilà, je veux dire, à des besoins extérieurs, comme s'il trouvait quelque part son existence pour répondre à un vide, on est bien clair, un manque intérieur. Et c'est vrai que ce mal-être grandit, tellement que l'être est enfermé aujourd'hui par des obligations, des interdits, de la peur, et en fait une difficulté d'être soi-même parce qu'un interdit d'être soi-même. Quand vous regardez aujourd'hui ce que l'on vit, on ne peut même plus se voir. Je veux dire, on est masqué, on ne peut plus se toucher, c'est quelque chose qui est complètement contraire, contradictoire, profond avec notre nature émotionnelle. Donc ça va engendrer, ça va faire ressortir énormément de problématiques, de symptômes, de pathologies diverses et variées. Donc c'est quand même important. Et il est vrai que l'approche transgénérationnelle présente la particularité d'unir d'une certaine façon la proposition jungienne de l'inconscient transgénérationnel collectif et la proposition freudienne d'un inconscient individuel. Et sachant que la psychogénéalogie est basée quand même sur les concepts essentiels qui ont été développés par Jung, qui distingue lui plusieurs strates dans l'inconscient collectif. D'abord l'inconscient collectif familial, puis l'inconscient collectif du groupe ethnique et culturel, et enfin l'inconscient collectif primordial, où l'on retrouve tout ce qui est commun à l'humanité, comme la peur, l'obscurité, l'instinct de survie, etc., etc. Donc on pourrait dire que l'inconscient collectif est un éternel recommencement, c'est-à-dire que nous revivons certaines choses au fur et à mesure des cycles. Il aurait, on pourrait dire aussi, une fonction vitale pour l'homme. Ce qui se passe aujourd'hui, on pourrait dire que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour que l'être puisse reprendre son propre pouvoir, c'est-à-dire son pouvoir intérieur, pouvoir se raccorder à lui-même. Et justement, peut-être sortir de toutes ces injonctions qui sont données par la société, où on a l'impression, ce que expliquait très bien Dominique, sur le fait de trouver satisfaction par l'extérieur et par les leurs de l'avoir qui est nourri par la société moderne. Et il aurait donc cet inconscient collectif une fonction vitale pour l'homme, puisqu'il va exercer une activité compensatoire au moi, et il serait enfin la source du renouveau de l'être, de par, bien sûr, la compréhension des rêves, et puis tout le travail d'individuation, pouvoir entrer en soi et aller rechercher toutes nos richesses, toutes nos ressources, sans fin. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe, c'est un petit peu je dirais le pile ou face. Je fais l'autruche parce que j'ai l'impression que je n'ai pas le choix, je suis enfermée dans des peurs et des interdits, il y a des croyances, on va dire, négatives, dans lesquelles
ben, je m'oublie, je suis étranger à moi-même. Donc à partir de là, ben, je vais rentrer dans les règles profondes d'une société, enfin dans des injonctions qui ne sont pas forcément celles qui vont me convenir. Donc évidemment, je peux à ce moment-là aller justement au burn-out ou à toute autre forme de symptômes et de pathologies. Cependant, je peux aussi me dire que j'ai le droit à mon esprit critique, à ma façon personnelle d'évoluer, de faire mes choix, ce qui ne veut pas dire pour autant que je veux nuire aux autres, mais je veux me respecter, je veux m'écouter, je veux être en accord avec moi-même, ce qui va me permettre d'ailleurs de pouvoir accepter et comprendre les autres. D'ailleurs, Jung disait que c'était un travail de plusieurs vies. Ainsi, pour revenir sur la situation présente, on pourrait dire que ce virus qui porte bien son nom remue chacun dans ce qu'il transporte de son inconscient individuel, familial, collectif. Et évidemment, nous assistons aujourd'hui à des remontées de traumatismes profonds, des traumatismes de guerre, des réactions bien sûr en fonction de chacun, en fonction de ce que nous avons reçu de notre histoire et qui va tout ça associer aux mémoires culturelles bien sûr de chacun. Ainsi, nous nous trouvons face à des résistants. Lorsque l'on se penche sur leur histoire, eh bien, ils sont bien la 3e génération de grands-parents qui s'étaient investis, battus pour la liberté, pour l'individualité, l'identité de chacun. Tandis que leurs parents, pris dans les filets de la transmission de la peur, qui va être transmise évidemment par l'autoritarisme des polices de l'époque, vont suivre plus facilement ce qui est ordonné, préconisé de faire au jour le jour. Parce qu'en fait, simplement, j'ai envie de vous dire, téléguidé par la survie, mais coupé de son moi profond. Bien sûr, on ne va pas en faire une généralité, il faut évidemment approfondir dans les moindres détails tout le contenu de la transmission familiale de chacun pour pouvoir comprendre ce qui peut être transmis. En effet, si la descendance met en avant des valeurs de liberté de pensée, de réflexion, de recul, de discernement, je dirais de créativité et d'originalité, elles seront transmises et se manifesteront à un moment donné dans la façon de penser ou de vivre des descendants. Il va y avoir des déclics de survie qui vont évidemment émaner de tout ce qui a été transmis. Si les peurs, la honte et les non-dits sont prédominants, les traumatismes profonds de mort, je dirais, mémoire des camps de concentration, des fusillades, etc., etc., la perte d'appartement pour cause de déracinement, la descendance recherchera la reconnaissance automatiquement d'un système social qui va se trouver soit à travers l'entreprise, un groupe, etc., etc. Donc les convictions et les valeurs de chacun vont trouver sens dans ce qui a été transmis de façon inconsciente et qui sera inné chez les descendants. D'où l'intérêt aussi de pouvoir connaître d'où l'on vient, du moins quand l'âme s'incarne dans cette vie, elle emprunte ce bagage familial qui n'est pas un hasard et qui va déjà être là, le seuil de ce dont il est venu travailler pour se trouver, se découvrir et approfondir qui il est. C'est toute la contradiction de la transmission de l'inconscient familial, c'est toute une contradiction. Je reçois une loyauté et en même temps, je dois la transcender. Je vais vous proposer rapidement un exemple. Il y a quelque temps, évidemment, dans cette tourmente actuelle, une femme de 39 ans qui vient donc consulter en psychogénéalogie et me dit « Je veux me libérer absolument de la soumission de la femme dans ma famille. Je n'en peux plus, je suis aide-soignante, j'ai repris mes études pour devenir infirmière et cela est tellement douloureux pour moi. » Et elle me dit c'est extrêmement douloureux. Alors elle me raconte et elle me parle de toute son histoire familiale. Et à ce moment-là, elle-même, elle ne sait pas trop en fait ce qu'elle vient vraiment chercher. Parce qu'en fait, ce qu'elle vient chercher, c'est quelque chose en elle. C'est une part d'elle qu'elle a besoin de reconnecter. Mais elle n'en a pas conscience à ce moment-là. Donc elle va raconter toutes les, j'ai envie de vous dire, les atrocités qu'on puisse être vécues dans son histoire. Puisque dans l'inconscient familial, au niveau de la transmission paternelle,
les femmes sont illettrées, elles ont beaucoup d'enfants et elles travaillent très dur dans les champs. Et du côté maternel, l'origine gitane, elles volaient pour survivre, et puis c'était dans leur culture, n'oubliez pas que c'est la culture, et elles se retrouvaient en prison, etc., etc. Et ce qui fait que finalement, sa grand-mère maternelle va épouser un homme qui va les faire déménager en permanence, qui est peintre en bâtiment et qui va à chaque fois, une fois qu'il a touché, l'argent des chantiers, il va le boire et ensuite, vite, il fallait déménager. Donc, vous voyez, et comme ça, voilà. Donc, vous voyez un petit peu comment l'inconscience se poursuit, etc., jusqu'à un moment donné où il y a une saturation qui se passe. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est un petit peu ce que Valérie parlait tout à l'heure avec le burn-out. C'est les saturations qui sont des cadeaux, qui permettent à un moment donné de pouvoir revenir à soi-même. S'il ne se passe rien dans la nature, rien ne peut se transformer. Donc, à partir de là, elle, évidemment, elle est née en France, hein, elle grandit dans un contexte qui va faciliter, on va dire, son parcours scolaire. Hein. Elle se retrouve évidemment avec des croyances qui vont compliquer sa vie, puisqu'elle va avoir, vous avez compris, un manque de confiance en elle, un manque d'estime. Et ce qui se passe, c'est que son père, lui, qui va arriver donc de Calabre pour travailler, pour fuir la pression politique, la famine, etc., évidemment, va tout faire pour s'adapter, créer son appartenance à cette société, cette nouvelle société. Donc, il va être reconnu, avoir un statut, une reconnaissance, etc. Il était chargé de ça, de transformer ça. Et puis sa mère, elle, va devenir une femme protégée, on va dire, dans son statut de femme au foyer. Donc, à partir de là, on peut dire que rien ne pouvait expliquer, a priori, le fonctionnement de cette jeune femme qui ne grandit pas dans quelque chose de terrible, sachant bien que le parfait n'existe pas. Mais elle vivait quand même un équilibre. Et elle se retrouve complètement anéantie, psychologiquement, par ses représentations. En plus de cela, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, toutes les problématiques d'estime, de manque de confiance en soi, de manque de centrage ressortent de façon encore plus forte. Et évidemment, ça va déclencher cette recherche de soi. Et elle me dit, en fait, à chaque fois que je me retrouve devant un devoir, devant une évaluation, c'est l'anéantissement total pour moi. Je rentre dans une angoisse profonde. Je suis dans une... je me sens complètement anéantie, si bien que je perds tous mes moyens. Et c'est plus possible, pour moi, c'est plus possible que je vive ceci. Et en fait, elle se retrouve complètement, psychologiquement anéantie par les représentations qu'elle se fait devant ce qu'on pourrait dire ses sachants. Comme elle dit, les autres savent, mes ancêtres, eux, ne savent rien. Donc je ne sais rien. Et en fait, c'est ce qu'elle croit. C'est sa croyance qui la freine et qui l'enferme. Alors qu'en même temps, l'inconscient familial la charge bien de transformer l'identité de la femme. Et elle va passer évidemment par des épreuves, c'est bien ce qui se passe pour elle. Elle passe des épreuves, hein, comme Ulysse sur son bateau. C'est exactement la même chose. Elle va passer d'épreuve en épreuve avec elle-même, face évidemment à ce que la vie lui offre d'affronter. Et elle va vaincre la contradiction de l'inconscient familial pour devenir ce qu'elle est au fond d'elle. Et là, c'est vraiment cette victoire d'une étape de rencontre avec soi, qui après est sans fin. J'ai un autre exemple, parce qu'il est vrai qu'en psychogénéalogie, quand on parle de la transmission, il n'y a rien de plus vivant que le vécu. C'est dans le vécu qu'on transmet les choses. C'est dans le vécu qu'on ressent ce qui se passe. Et la façon dont ces personnes, elles arrivent au fur et à mesure à réaliser que l'essentiel, c'est de pouvoir connecter l'amour en elles et de pouvoir s'accepter, se respecter, aussi bien dans ses forces que dans ses limites. Parce que nos limites, ce sont des forces en potentiel. Et dans la limite, on se rencontre, on découvre encore plus de choses en nous.
Je vais prendre l'exemple d'une famille décimée par le génocide arménien. Les deux grands-pères sont morts décapités de la personne qui vient donc consulter en psychogénéalogie. Les mères sauvent leurs enfants, donc les grands-mères, hein, et arrivent en France. Et en France, la fille et le fils de chacune d'elles se rencontrent. Et le fils, bien sûr, devient chirurgien dentiste. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va évidemment, il va développer ce que leur mère va leur transmettre. Il faut s'intégrer, il faut rentrer dans le principe de la société, il faut développer les valeurs du travail, l'intégration sociale, la réussite, je dirais une identité sociale, d'accord? Et à un moment donné, la fille, elle va faire des études de mode, elle va créer de la mode, etc. Et elle va réussir. En fait, ils réussissent. Mais à un moment donné, ça ne va plus. Pourquoi ça ne va plus? Ben parce qu'en fait, leur être, il est resté en Arménie. Vous voyez, il y a une part de quelque chose qui reste là-bas. Et évidemment, ce couple va avoir donc deux filles, dont l'aînée, qui va elle être évidemment dans la loyauté familiale d'intégration sociale. Donc elle va avoir un poste très important, elle va faire des études, elle va avoir un poste dans le social, jusqu'au moment où elle va déclencher un burn-out. J'ai adoré tout à l'heure, je me suis dit on est tous en synchronicité profonde. Et évidemment suivi d'une fibromyalgie. Et en fait, quand elle arrive, elle est pas très bien, parce que déjà en plus du burn-out, elle a la manifestation physique qui souvent d'ailleurs se cumule. Hein. Elle se met à travailler sur son génosociogramme et là, elle se reconnecte à ses ancêtres. Et elle réalise que l'histoire de l'Arménie a été complètement oubliée. Vous voyez, pour elle, voilà, c'est finalement ses arrière-grands-parents, ses arrière-grands-pères, qui avaient été décapités, personne n'en reparle. Voilà, c'est douloureux, c'est trop douloureux. Donc elle va apprendre à connaître son histoire et elle va les réhabiliter. Et au fur et à mesure, ces douleurs vont petit à petit se libérer. Et puis, elle va automatiquement se libérer de la culpabilité justement d'être en arrêt de travail, qui peut commencer par là, hein, quand les personnes arrivent à ce stade de burn-out. Et tout ça, pourquoi? Parce que ce sont des croyances transmises. La seule façon de pouvoir vivre, survivre, se mettre dans cette société et pouvoir trouver sa place, c'était bien par le travail. Voilà. Donc elle arrive à un moment, j'ai envie de vous dire, de non-retour. Il y a une saturation. On pourrait retrouver ça dans un cycle qui est complètement intéressant au niveau des cycles biologiques cellulaires mémorisés qu'on va retrouver à travers les temps, les âges, les années données par l'arbre généalogique. Et à ce moment-là, au fur et à mesure qu'elle commence à faire ce travail d'intériorisation, tout à la fois en libérant, évidemment, et une fois qu'elle a libéré, j'ai envie de vous dire, la mémoire de ses ancêtres, elle va contacter une part de joie pour elle, une part de joie d'exister, prendre plaisir d'être, d'exister, et elle se lance dans la création de bijoux. Et pendant qu'elle crée, pendant qu'elle fait sa créativité, elle se découvre une autre personne, mais en fait, elle se découvre elle, celle qu'elle n'avait jamais rencontrée. Évidemment, elle va faire de plus en plus de choses pour elle, elle va prendre le temps d'être dans la nature, de faire des randonnées et en fait de vivre et de créer cette communion avec la nature qu'elle n'avait jamais pu faire, elle n'avait jamais pris le temps de ça. Et parallèlement, elle était très très inquiète pour son fils de 17 ans. Elle me dit, c'est terrible, je suis très inquiète, il ne fréquente pas de bonnes personnes, il ne travaille pas à l'école, il est très rebelle face à ses professeurs, il veut faire les choses comme lui il veut, quand il veut et on ne sait plus trop, etc. Elle me dit, à côté de ça, il est très débrouillard, il est très sociable, c'est quelqu'un de gentil, mais je ne sais pas. Et elle me dit, que va-t-il devenir? Le devenir, c'est bien le mot de toute la représentation de la peur du devenir depuis 4 générations. Et à ce moment-là, comme elle travaillait sur l'histoire arménienne, elle se rend compte, en se rapprochant de son fils, que le mot de passe de son ordinateur, enfin de l'ordinateur de celui-ci, était bien le mot Arménie.
mais en arménien. Et qu'en fait, il étudiait de façon, on va dire, secrète, l'arménien. En fait, il prenait lui-même ses propres cours par Internet pour pouvoir apprendre à parler arménien. Donc à ce moment-là, je lui dis, ben voilà, c'est ça, il cherche, il se cherche, il cherche son individualité, il cherche ses racines pour se construire, lui, à partir de ces liens qui avaient été perdus. Et je lui dis, faites-lui confiance. Il va savoir créer son chemin parce il est déjà dans l'écoute de lui-même. Et c'est ce qui s'est passé. Elle se rend compte au fur et à mesure que son fils, il a plein de potentiel. Et finalement, aujourd'hui, il s'est lancé dans des études de vente, de marketing, parce qu'évidemment, je trouvais que c'était assez intéressant dans le sens où il a besoin de contacts, et puis l'Arménie avec toute l'histoire du commerce. Bon, je ne ferai pas un cours d'histoire. Donc, ne cherche-t-il pas à devenir le héros de son histoire familiale, une façon pour lui d'exister à partir de son être, puisque pour lui, d'accord, ses arrière-arrière-grands-pères, je veux dire, ont été gratuitement décapités. Donc l'être qui a été détruit de façon gratuite va donner à la 5e génération la force d'être soi. Mais pour cela, il faut que l'entourage puisse l'entendre. On est d'accord? Donc l'inconscient collectif, c'est bien une histoire qui se réécrit en s'adaptant au goût du jour. C'est une force. Et je crois qu'il faut en faire une force. Parce qu'aujourd'hui, finalement, tout ce qui se passe, c'est aussi ça. C'est aussi le message d'aller rechercher, non pas la vérité, mais notre vérité intérieure. Aller rechercher qui nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes vraiment venus faire? Qu'est-ce que nous avons à explorer dans cette vie? Et donc c'est une force, c'est une énergie qui nous garde concentrés sur l'avenir. Et puis la croyance un peu magique, que ce qui a réussi hier pourra tout aussi bien réussir demain. Et c'est la bonne nouvelle qu'on voit aussi écrite dans l'Odyssée. Après multiples péripéties, Ulysse a fini par rentrer victorieux chez lui. À nous de faire le chemin pour entrer dans notre demeure profonde. Désolée pour ma voix qui est basse. J'ai fait des efforts, mais c'est compliqué. C'est difficile parce qu'en fait, quand je me concentre, ma voix baisse. C'est un peu mon problème.